Ce soir, alors que Michael Kovrig subit son procès en Chine, Ottawa impose des sanctions contre Pékin dans le dossier des Ouïghours. Avec l'ancien ambassadeur Guy Saint-Jacques, on analyse les derniers développements. Une deuxième annonce des premiers ministres Trudeau et Legault en une semaine et un week-end difficile pour le chef conservateur Erin O'Toole. Le point de vue de nos politologues Geneviève et Daniel. Et avec ces annonces et l'arrivée massive des vaccins au pays, les rumeurs d'élections printanières s'intensifient. On en débat avec notre panel de députés. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Un nouveau rebondissement dans les relations déjà difficiles entre le Canada et la Chine. Ottawa a décidé d'emboîter le pas à ses alliés européens et américains et de sévir contre Pékin dans le dossier des Ouïghours. Ces sanctions sont tombées la journée même où Michael Kovrig subissait son procès aux mains des autorités chinoises, quelques 3 jours en fait après celui de son compatriote Michael Spavor. Les deux Canadiens vont connaître leur verdict à une date ultérieure. Entre-temps, le premier ministre Justin Trudeau a commenté les deux dossiers aujourd'hui. Il n'y a pas de lien entre ces deux événements. Ça fait longtemps qu'on déplore la détention arbitraire des deux Michael et qu'on travaille avec nos alliés à travers le monde sur cette question-là. On a d'ailleurs eu une déclaration conjointe avec énormément de nos partenaires à travers le monde qui condamnent la détention arbitraire. Et nous allons continuer de travailler sur cet enjeu, comme on a vu avec la présence de diplomates de partout dans le monde lors du procès hier soir. Sous une autre ordre d'idée, on est avec nos alliés à l'international, étant très préoccupés par la situation qui font face à les minorités musulmanes dans l'ouest de la Chine. Guy Saint-Jacques est ancien ambassadeur du Canada en Chine, un homme très sollicité ces jours-ci, le moins qu'on puisse dire. Bonjour, M. Saint-Jacques. Bonjour, Mme Bégin. D'abord, sur les procès. Donc, les deux Michael ont subi leur procès. On attend les verdicts, les sentences. C'est un procès qui a été fermé complètement au public. D'ailleurs, le ministre Marc Garneau s'est dit aujourd'hui profondément troublé par l'absence totale de transparence de ces audiences. Je vous demanderai d'abord à quoi on peut s'attendre pour la suite des choses à partir de maintenant. Oui. Bien, je dirais, naturellement, la conclusion était connue d'avance parce qu'en Chine, quand vous êtes formellement inculpé, on vous trouve coupable dans 99,7% des cas. Et puis, quand on pense à la gravité des accusations qui étaient portées contre messieurs Kovrig et Spavor, on se serait attendu à beaucoup plus de temps pour qu'ils aient une chance de se défendre. Mais ce qu'on a appris, c'est que la preuve n'a pas été partagée avec eux, ni avec leur avocat. La façon dont le procès s'est déroulé, ils ne pouvaient pas consulter leur avocat. Et donc, c'est un simili de justice. Ce à quoi je m'attends, c'est que le verdict de culpabilité va être prononcé au cours des prochains jours. Et ensuite, la sentence va aussi être annoncée, je pense, assez rapidement. Et pourquoi? Parce que la Chine va vouloir continuer d'accroître la pression sur le Canada et sur les États-Unis. On a vu le ton qui a été employé par Yang Jiechi, le chef de la délégation chinoise, lors du sommet d'Anchorage la semaine passée. Et la Chine donne le message aux Américains, si vous voulez vraiment aider les Canadiens à retourner chez eux, vous savez ce que vous devez faire. Il faut que Mme Meng revienne d'abord en Chine. Puis, et je pense à nouveau pour atteindre ce but-là, ils vont imposer une sentence. Je ne serais pas surpris que ce soit 10, 15 ou 20 ans de prison. Donc, des sentences très sévères. Maintenant, oui. La journée même du procès de Michael Kovrig, aujourd'hui, le Canada annonçait, tout comme l'ont fait ses alliés européens et américains, une série de sanctions économiques contre 4 fonctionnaires et une entité chinoise en raison de leur participation à la persécution des Ouïghours. On vient d'entendre M. Trudeau qui dit que c'est pas relié, mais est-ce que ces deux dossiers sont reliés selon vous et quel impact ça pourrait avoir sur le dossier des deux Michael, si impact il y a? Bien, je pense que ils étaient reliés dans l'esprit du gouvernement à Ottawa jusqu'à assez récemment, parce que le gouvernement avait une stratégie que je qualifierais d'apaisement avec la Chine, de rien dire pour pas les faire fâcher. Mais maintenant, ils ont dû se rendre à l'évidence que ça avait donné absolument aucun résultat. Surtout qu'une fois que les procès sont annoncés, qui se sont
déroulé de façon expéditive et puis maintenant, il s'agit simplement de savoir quelle va être la sentence. Et d'autre part, je dirais qu'au cours des dernières années, mais surtout l'an passé, on a appris beaucoup sur la Chine. Et puis maintenant, pour les pays occidentaux, c'est impossible de donner encore le bénéfice du doute à la Chine. Après avoir appris qu'est-ce qui se passe au Xinjiang, où c'est un cas de génocide, après avoir vu comment la Chine brime la démocratie à Hong Kong, comment aussi elle continue avec la répression au Tibet, comment elle a mal géré la pandémie et surtout aussi après l'élection de Joe Biden. Parce que tout ça mis ensemble, ça veut dire que des pays comme le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis, l'Union européenne devaient nécessairement, un jour ou l'autre, en venir à la conclusion qu'il faut réagir. Une fois qu'on sait qu'il y a un génocide qui se déroule dans un pays comme la Chine, que ça va directement à l'encontre de vos valeurs, si vous ne réagissez pas, vous risquez d'être sévèrement blâmé par l'histoire, mais aussi vous risquez que vos valeurs soient de plus en plus attaquées et être obligés de vous soumettre à la volonté de la Chine. Mm-hmm. Et là-dessus, je pense que Pékin a mal calculé. Xi Jinping était venu à la conclusion que les pays occidentaux dépendent trop de la Chine sur le plan économique pour pouvoir prendre des sanctions. Et ça, maintenant, je pense que c'est comme franchir le Rubicon. On entre dans une période où il risque d'y avoir de plus en plus de sanctions qui vont être appliquées. Bien sûr, il va y avoir un élément de réciprocité. La Chine a déjà annoncé des mesures de représailles, des sanctions contre l'Union européenne. On va connaître aussi nous-mêmes qu'est-ce qu'ils vont nous destiner au cours des prochains jours. Mais en même temps, le seul langage que la Chine comprend, c'est un langage de fermeté. Ouais. J'ose espérer que ça va encourager les forces progressistes au sein de la Chine. Peut-être susciter un débat sur la direction qu'a donnée Xi Jinping à la politique étrangère chinoise. Oui, mais entre-temps, le Canada peut s'attendre à une riposte, selon ce que vous nous dites. Pour revenir à l'emprisonnement des deux Michael, ça fait au-delà de 800 jours que ça dure. Franchement, il y a un sentiment d'impuissance de tous bords, tous côtés. Maintenant que les procès ont eu lieu, qu'est-ce que le Canada peut faire de plus pour faire avancer ce dossier-là? Est-ce que le Canada peut faire quelque chose de plus? Ben, le Canada est vraiment démuni parce que ça prendrait quelque chose que la Chine veut obtenir de nous. Puis si je me reporte en 2016, quand j'étais ambassadeur, puis j'ai aidé à régler le cas de Kevin Garrett à ce moment-là, le premier ministre, Li Keqiang, devait venir au Canada en septembre 2016. Et puis surtout, la Chine désirait signer un accord de libre-échange avec le Canada. Et on leur avait dit, tant que vous allez détenir Kevin Garrett, l'opinion publique canadienne va s'opposer à ce que le gouvernement entame des négociations avec vous. Et ça avait aidé à faire régler les choses. Là, maintenant, il n'y a pas grand-chose. En fait, le seul élément, puis je présume que ça va être l'objet de beaucoup de discussions entre pays occidentaux, c'est est-ce qu'on devrait participer aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin? Et là-dessus, ça, je pense que ça donne une occasion de mettre encore de la pression sur la Chine. C'est délicat, bien sûr, mais en même temps, à nouveau, il faut reconnaître que les Jeux olympiques ont un côté très politique qui va être utilisé par la Chine à des fins de propagande. Donc, ça pourrait être la prochaine décision du Canada pour tenter de faire avancer le dossier. M. Saint-Jacques, entre-temps, les deux Michael sont toujours en prison. On peut penser qu'ils vont le rester encore longtemps. Qu'est-ce qu'on sait sur leur état de santé et leur morale? Est-ce qu'on a des informations là-dessus? Rapidement. Bien, ben là aussi, la Chine est délinquante parce que la dernière visite consulaire a eu lieu au mois de janvier. Selon les règles dans l'accord bilatéral sur les affaires consulaires, ils sont supposés de permettre une visite par mois. Donc, moi, je me suis attendu à ce que les agents consulaires aient pu rencontrer les deux Michael avant leur procès. Ça n'a pas été le cas. Mais ce qu'on a su, c'est en janvier, le moral était encore relativement bon. Tous les deux essaient de faire autant d'exercices que possible pour se garder en forme. Ils lisent. M. Kovic fait de la méditation. Mais bien sûr, maintenant, ils doivent être un peu désespérés parce qu'ils savent qu'une fois que la sentence va être prononcée, que s'il n'y a pas de progrès, et le progrès doit venir de Washington, ils risquent de rester très longtemps
dans leurs cellules. Ouais. On leur souhaite évidemment de tenir le coup. Guy Saint-Jacques, merci beaucoup pour vos lumières. C'est toujours apprécié et éclairant. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault annoncent un important investissement de 826 millions de dollars afin de s'assurer que 150 000 foyers québécois supplémentaires aient accès à l'Internet haute vitesse au plus tard en septembre 2022. La nouvelle initiative prévoit des pénalités pour les fournisseurs de services Internet qui ne respecteraient pas leurs engagements. Il s'agit de la deuxième annonce conjointe pour messieurs Trudeau et Legault en une semaine. Le gouvernement fédéral a fait preuve de flexibilité, de rapidité pour qu'on soit capable, ensemble, de signer ces contrats avec ces 6 entreprises, puis de partager la facture 50-50 sur un montant total de 826 millions. Donc, c'est quand même pas rien. Mais enfin, ensemble, on va régler un problème. Je suis très content d'être ici aujourd'hui avec le premier ministre Legault pour commencer le printemps avec une autre bonne nouvelle. François, on ne s'était pas vu en personne depuis quasiment 1 an. Et là, ça fait 2 lundis de suite qu'on se retrouve pour des belles annonces. Je t'avoue que ça va très bien, le partenariat qu'on a ensemble sur de l'impact positif pour les Québécois, pour tous les Canadiens. C'est le moment de retrouver nos politologues en résidence, Geneviève et Daniel. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. 2 annonces d'investissement en une semaine pour messieurs Trudeau et Legault qui, visiblement, semblent mieux s'entendre. Geneviève, est-ce que le premier ministre Trudeau vous semble en mode préélectoral? Oui, effectivement, la question se pose. Alors qu'une annonce arrive une fois, on peut bien comprendre, puis on a des bonnes nouvelles. Mais là, 2 fois en à peu près une semaine, on verra la suite des choses. Ce serait pas étonnant de voir d'autres annonces, peut-être pas juste au Québec, mais ailleurs au Canada. Mais on peut pas s'empêcher de penser que c'est le genre d'annonce qu'un premier ministre est extrêmement content de faire à la veille d'une élection. Souvent, quand c'est à date fixe puis qu'on est majoritaire, on planifie un peu ces annonces-là dans le temps. Alors, on peut se demander effectivement si on serait pas en mode préélectoral. Oui, Daniel, si vous aviez à parier sur des élections avant le 21 juin, est-ce que vous iriez de l'avant? Non, je ne parierais pas parce que encore c'est assez incertain pour ce qui est des vaccins. La situation s'améliore, mais je pense que ça va dépendre beaucoup du budget, de la réaction des partis d'opposition face au budget. Je pense qu'un gouvernement comme ça, dans un contexte de parlement minoritaire, alors que les choses s'améliorent sur le terrain, c'est le printemps, donc c'est normal qu'il soit en mode préélectoral, mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir des élections au printemps. On peut être en mode électoral pendant plusieurs mois avant d'avoir des élections à l'automne, par exemple. Donc, il faut qu'il soit prêt pour une élection, et c'est certainement pas impossible qu'on ait des élections au printemps, loin de là, mais je ne parierais pas là-dessus. Geneviève, Daniel parle du budget fédéral dont on attend toujours la date, alors que le Québec et l'Ontario ont pris les devants et présentent leur budget cette semaine. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là, que les provinces présentent leur budget avant le fédéral? C'est assez étonnant parce que normalement, c'est plutôt le fédéral qui présente le budget avant celui des provinces. Et les provinces semblaient clairement dire, nous, on n'attendra pas, là, on veut déposer notre plan budgétaire. C'est étonnant, surtout que c'est le gouvernement fédéral qui a les cordons de la bourse, c'est lui qui a les moyens de faire des gros investissements. Ça aurait été de bon ton de présenter son plan puis dire, voici où on s'en va pour la prochaine année. Je soupçonne personnellement c'est reporté de quelques semaines. J'ai pas l'impression que le gouvernement ne veut pas présenter un budget. Il y a peut-être des choses sur lesquelles il veut réfléchir un petit peu plus longuement. Il veut peut-être attendre aussi de voir quels vont être les budgets des provinces. Donc, il peut y avoir plusieurs explications. Et aussi, il y a toujours la notion d'élection. Je suis d'accord avec Daniel que ça ne veut pas dire qu'on va aller nécessairement en élection ce printemps rapidement, mais le budget pourrait être une très belle occasion de déclencher des élections. C'est peut-être justement une des stratégies qui est derrière le retard du dépôt du plan budgétaire. Oui, Daniel, juste pour conclure là-dessus, parce qu'on s'attend à peut-être un budget à la mi-avril. Est-ce que ça vous semble toujours plausible? Oui, je pense que ça commence à presser parce que justement certaines provinces ont déjà évidemment présenté leur budget ou le présentent bientôt. Et puis ça fait quand même plus de 2 ans qu'on n'a pas eu de budget, là. C'est un record d'ailleurs depuis 1867. On n'a jamais eu une aussi longue distance temporelle là, entre deux budgets fédéraux. Donc je pense que ça commence à devenir urgent.
Alors, à suivre pour la date du prochain budget fédéral. Entre-temps, je vais vous entendre, évidemment, sur le congrès du Parti conservateur en fin de semaine, congrès virtuel. Ça a été difficile pour Erin O'Toole. Une des motions, on dit la motion la plus importante de ce congrès, celle sur les changements climatiques, on le sait, a été battue par les militants conservateurs. Geneviève, qu'est-ce que ça veut dire pour le leadership d'Erin O'Toole au lendemain de ce congrès difficile pour lui? C'est catastrophique. Puis j'y vais fort, mais quand même, on a un Erin O'Toole qui avait fait un bon discours la veille et qui avait essayé de convaincre les Canadiens que la position environnementale du Parti conservateur allait changer, les choses allaient être différentes. Et le lendemain, il se fait dire par son parti, non, on te suit pas. Alors, visiblement, la réflexion est pas aboutie ou elle est pas où est-ce que le M. O'Toole voudrait qu'elle soit, et de un. Et de deux, M. O'Toole a probablement pas consulté les gens de son parti avant de faire son discours, sinon il n'y aurait pas eu cette gifle-là publique. Et donc, il y a beaucoup de choses à refaire, à retourner sur la planche à dessin, mais le temps presse, parce que ce que M. O'Toole nous a présenté vendredi soir, c'était quasiment un discours de campagne ou de pré-campagne électorale qui dévoilait les grands plans de la stratégie du Parti conservateur s'il était élu. Alors, il n'y a plus beaucoup de temps à perdre et on se rend compte visiblement que la question environnementale va probablement venir hanter le Parti conservateur lors des prochaines élections. Daniel, Geneviève a dit que ça a été catastrophique pour M. O'Toole. Qu'est-ce que vous en avez pensé de votre côté? Moi, je pense que pour moi, le mot qui me vient à l'esprit, c'est fiasco politique, parce que, vous savez, les attaques du Bloc, des libéraux, du Parti vert, du NPD s'écrivent toutes seules. Hein. Ces attaques-là, c'est facile à écrire. Là. Vous avez une motion qui était présentée d'ailleurs par un comté au Québec. 70% des membres au Québec ont voté pour, 72% des membres au Nouveau-Brunswick ont voté pour, mais 73% des membres en Saskatchewan ont voté contre. Donc ça, ce que ça nous dit, c'est que des divisions importantes, pas seulement à l'échelle du pays en général, mais aussi au sein du Parti conservateur. Et il y a toujours cette division entre le Parti progressiste conservateur, l'ancien Parti progressiste conservateur à l'Est et l'ancien Parti de la réforme à l'Ouest. Et là, maintenant, cette division-là se manifeste dans le champ environnemental, qui est vraiment crucial en ce moment au Canada. Donc, je pense que ça augure mal pour les conservateurs au Québec, dans l'Est, et aussi en Ontario, dans la région de Toronto, où les gens prennent la question environnementale en général au sérieux, certainement plus au sérieux que dans des provinces comme l'Alberta ou le Saskatchewan en général. Il nous reste à peu près 30 secondes. Geneviève, je vais finir avec vous. Je veux revenir sur la vaccination parce que, la vaccination s'accentue. Les vaccins rentrent de plus en plus vite au pays, mais ça se déroule plutôt lentement en Ontario. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion de la campagne de vaccination en Ontario? Ça va pas très bien. Si on compare au Québec, et c'est rare que l'Ontario se compare au Québec, dans ce cas-ci, il va le faire. Il est envieux du Québec. Et on se demande pourquoi ça arrive, parce qu'on avait nommé le général Elliott pour prendre charge de tout cet aspect-là de logistique. Et il s'en va. Les lignes téléphoniques n'ont pas été mises en place rapidement à temps. Il y a eu des cafouillages, un peu comme au Québec, mais bon, là, ça commence à se régler. Mais vraiment, c'est à se poser des questions. Et les Ontariens n'aiment pas ça, entendre ça, parce que c'est quand même une province riche, la plus riche, qui a un savoir-faire pour mettre en branle cette vaccination-là. Et là, on attend encore après les pharmacies, on attend encore pour les rendez-vous. C'est encore les gens 75 ans et plus. Et donc, c'est beaucoup plus lent qu'ailleurs au pays. Et donc, M. Ford va devoir répondre à des questions qui vont être très difficiles dans les prochaines semaines. On va voir les impacts politiques, justement, sur M. Ford de cette campagne de vaccination lente, disons, en Ontario. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. J'en parlais il y a un instant avec Geneviève et Daniel. Le congrès du Parti conservateur qui s'est tenu en fin de semaine a été difficile pour le chef O'Toole. Ce sera d'ailleurs notre premier sujet avec notre panel de députés que je vous présente à l'instant. Pour les libéraux, Greg Fergus. Pour les conservateurs, Stephen Blaney. Pour le NPD, Peter Julian. Le Bloc québécois qui n'a pas accepté notre invitation ce soir. Alors, bonsoir à vous trois et non pas à vous quatre. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Donc, ce congrès conservateur en fin de semaine, selon plusieurs analystes, évidemment, le changement le plus important qu'Erin O'Toole demandait à son parti, c'est la reconnaissance des changements climatiques. On le sait, cette proposition a été battue. Je vais donc commencer avec les conservateurs, M. Blaney. Comment
votre chef, M. O'Toole, va pouvoir défendre sa position parce qu'il tient dur comme fer? Là, les changements climatiques existent, point à la ligne. Jusqu'à quel point ça va être difficile? Ça va revenir le hanter durant les prochaines semaines, d'ici la prochaine élection, je dirais. Ah, écoutez, je pense que les partis, j'allais dire d'opposition, mais même les libéraux, on le souhaite un jour. Écoutez, c'est une tempête dans un verre d'eau. Tout ça, c'est clair. Les conservateurs, on a un bilan. Ce qui nous désole, c'est de voir que les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté avec les libéraux, malgré le fait qu'ils imposent des taxes sur le carbone et qu'ils mettent en place des mesures inefficaces. Bien sûr, Erin, notre chef, a été très clair. On veut des mesures efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et également relancer notre économie au sortir de la pandémie. Alors, ça amuse les partis d'opposition, mais ce qui nous désole, c'est de voir le bilan actuellement libéral qui est vraiment désastreux en matière de changement climatique. Et ça, c'est toute la population canadienne et notre environnement qui en font les frais. Du côté des libéraux, Greg Fergus, M. Blaney vient de parler d'une tempête dans un verre d'eau. Est-ce que c'est comme ça que vous avez vu ça, que c'est tombé en fin de semaine? Écoutez, je pense qu'il va tout dire maintenant parce que oui, c'est clair pour les Canadiens que les changements climatiques sont bien réels. Malheureusement, pour les conservateurs, ce ne l'est pas. Quand j'ai entendu ces nouvelles, j'ai cru que c'était un poisson d'avril. J'ai vérifié le calendrier. C'était bel et bien le 20 mars. Vous savez, les Canadiens sont très fiers et ils sont très exigeants qu'il faut qu'on s'occupe, le Canada, de l'environnement. C'est la raison pour laquelle ils nous appuient avec notre prix sur la pollution, sur les normes sur les carburants propres, toutes les mesures qu'on est en train de prendre qui vont nous amener, selon tous les experts, à dépasser les objectifs de Paris 2030. Alors, j'invite mon collègue, M. Blaney et son parti à nous rejoindre dans la réalité pour reconnaître que les changements climatiques sont bel et bien réels. Bon. Du côté du NPD, Peter Julian, quelle est la lecture que vous faites de ce congrès conservateur en fin de semaine? Comment vous voyez ça de votre côté? Mais d'une part, j'aimerais dire que pour le Parti conservateur, rester l'idée des changements climatiques, c'est bizarre, puis ça les met vraiment hors du track pour la population canadienne, surtout les jeunes qui comprennent très bien la réalité. Il faut dire que les libéraux sont aussi pires parce qu'ils essaient de... Après avoir acheté un oléoduc, ils essaient maintenant de mettre en place cet oléoduc-là, même s'il y a beaucoup d'opposition partout au pays, surtout des nations autochtones, mais aussi le fait qu'ils donnent tellement des subventions au secteur pétrolier. Alors, les libéraux n'ont pas de leçons à donner. Mais l'autre chose que je trouve difficile pour M. O'Toole, c'est suite à son discours, il indiquait clairement qu'il fallait que les délégués du Parti conservateur votent oui pour la motion de reconnaître les changements climatiques et les délégués ont refusé. Alors, ça démontre des problèmes, des bouleversements au sein du parti que je pense démontre un problème au sein du parti qui va continuer jusqu'aux élections. Oui, M. Blaney, c'est vous qui vouliez intervenir parce que sur la motion sur les changements climatiques, il faut rappeler qu'elle a été présentée par le Québec. Oui. Quel va être votre... Allez-y. Oui. Si vous me permettez, c'est que la motion a été présentée avant le discours du chef et elle comprenait plusieurs volets, donc un truisme, les changements climatiques, il fait beau dehors, il y a 4 saisons au pays, mais il y avait également des enjeux qui étaient plus des enjeux sur les manières de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et pour les conservateurs, c'est important de ne pas emprunter la mauvaise voie, c'est-à-dire la voie libérale qui donne pas de résultats. On a juste à se rappeler, on pense à Brian Mulroney, c'est considéré comme le premier ministre conservateur le plus vert de l'histoire, avec bien sûr sa lutte aux précipitations acides et le protocole pour mettre fin à l'appauvrissement de la couche d'ozone, dont Al Gore a cité que c'était un modèle. On se rappelle, c'est nous les conservateurs qui avons mis en place, par exemple, les crédits éco-énergétiques pour l'achat de véhicules qui étaient électriques ou encore quand nous avons mis fin à l'amortissement accéléré des gaz à effet de serre. Notre chef a été très clair, c'est partout dans la plateforme. On veut des mesures efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, contrairement aux libéraux qui, eux, taxent les Canadiens, mais écoutez, ce qui est dommage, c'est que tous les efforts qu'on avait réussis, les libéraux, en 2018, ils ont rayé ça de la carte avec leurs mesures inefficaces. On veut un plan efficace pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et c'est ce qu'on va continuer à mettre de l'avant. S'il y a une campagne électorale, on sera prêt, on aura des mesures concrètes pour avoir des résultats et pas juste là de taxer les Canadiens
sans résultat. Bon, ça va faire le tour. Monsieur Fergus, voulez-vous dire un mot là-dessus parce que je dois passer à un autre. Allez-y. Je pense que les conservateurs aimeraient avoir le chef puis l'argent du chef parce que d'un coup, c'est dérangeant. Ils avaient une belle histoire avec M. Mulroney, qui a été probablement reconnu maintenant le deuxième premier ministre le plus environnementaliste après M. Trudeau, fils. Et je trouve que c'est dommage parce que même avec ça, même avec cette bel héritage, les gens, les militants de base ont rejeté ça. Ouais. Ça me dépasse. Je pense que ça, c'est hors de la compréhension des Canadiens. OK. Je vais vous entendre maintenant sur les rumeurs d'élections ce printemps parce qu'on le voit, on en parlait tout à l'heure, les annonces de M. Trudeau-Legault se succèdent alors que la campagne de vaccination au pays s'accélère. Greg Fergus, je vais rester avec vous parce qu'on parle de plus en plus que les libéraux sont en mode électoral, veulent des élections plus tôt que tard. Les sondages semblent d'ailleurs de plus en plus favorables. Bon, est-ce que lancer le pays en élection en pleine pandémie, ce serait raisonnable de la part des libéraux? Écoutez, Mme Bégin, encore une fois, quand vous écoutez M. Trudeau, il parle de la pandémie, il parle de remettre, de relancer l'économie, de s'assurer qu'on peut protéger l'environnement. Quand on écoute les autres chefs, ils parlent rien que des élections. Le seul chef où est-ce qu'on n'en parle pas, c'est M. Trudeau. On a dit toujours qu'on veut mettre l'accent pour venir en aide aux Canadiens, pour surpasser cette pandémie, pour rebâtir mieux et pour s'assurer qu'on peut avoir une économie, un environnement très sain. Ouais. Et alors, c'est pas nous, c'est certain qu'on va présenter un budget. Espérons que mes collègues vont appuyer ce budget-là. Ils vont pas faire tomber le gouvernement. Bon, justement là-dessus, je vais aller. C'est à eux. Justement là-dessus, je vais aller à Peter Julian du NPD. On sait que votre chef, M. Singh, dit qu'il veut pas d'élection tant que la pandémie perdure, tellement pas qu'il s'engage à pas faire tomber le gouvernement, même si les libéraux n'ont pas appuyé son projet ou votre projet de loi sur le programme universel d'assurance médicaments. Est-ce que le NPD est en train de renier toutes ses promesses pour éviter d'aller en élection de façon précipitée, plus tôt que tard, des promesses phares du NPD? Mais c'est pas du tout dans l'intérêt public de s'en aller dans une élection présentement. Le débâcle, la catastrophe qu'on a vue au Terre-Neuve puis à Labrador, ça démontre l'importance de ne pas déclencher les élections au plein milieu d'une pandémie. On a la troisième vague qui s'approche. Alors, l'NPD était le seul parti, et Jagmeet Singh, le seul chef national, de dire non, on n'aura pas des élections, on va pas voter non-confiance dans le gouvernement libéral tant et aussi longtemps que la pandémie perdure. Ouais. Et M. Trudeau est en train de multiplier ses annonces, ses visites en dépit de toutes les précautions qu'il devrait prendre selon les officiers de santé. Alors, ça démontre un manque de responsabilité de ce gouvernement que je trouve vraiment dommage. Monsieur Blaney, je vous ai déjà laissé plus parler sur le congrès conservateur. Alors, on aura l'occasion de se reparler plus tard. C'est tout le temps qu'on a. Greg Fergus, Stephen Blaney et Monsieur Julian. Merci beaucoup en l'absence du Bloc québécois qui a refusé notre invitation, je le rappelle. Merci à vous trois. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 22 mars sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Et d'ici là, continuez à prendre soin de vous. Au revoir.